Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle table ronde. Notre objectif maintenant, c'est d'interroger la révolution du travail que nous sommes en train de vivre depuis la crise du Covid. Comment les évolutions multiples dans l'organisation, dans les façons de faire, mais aussi dans les attentes des salariés, vont bouleverser les lieux d'où l'on travaille, la façon dont ils sont construits, les usages que l'on en fait. Beaucoup d'angles d'approche évidemment autour de cette question de l'organisation et du travail. Pour en discuter avec nous ce matin, donc à côté de moi, Eric Groven, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la direction immobilière de la Banque de détail en France à la Société Générale et président de Sogeprom. Emmanuel Duez à vos côtés. Emmanuel Duez, vous avez fondé The Boson Project qui conseille et accompagne la transformation des entreprises, notamment sous l'angle de l'espace, de l'organisation de l'espace. Montasser Djabran, bonjour. Vous avez fondé une entreprise qui s'appelle HandiCatch et vous avez créé une application qui révolutionne le monde du recrutement, qui est basée sur le principe de match entre recruteurs et les personnes qui recherchent un emploi. Et vous avez surtout une vision un petit peu différente de l'espace du travail. On aura l'occasion d'en discuter. Il nous manque un intervenant qui devrait nous rejoindre, Éric Césari, vice-président de la métropole du Grand Paris, qui est donc coincé dans les bouchons. On parlait tout à l'heure des transports. On l'attend. Voilà, exactement. Je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a reçu une vidéo tout à fait passionnante de la philosophe Gabrielle Alpern qui parle de l'hybridation. Hybridation en cours dans la société, hybridation dans les façons dont on travaille, dans la façon dont on occupe les espaces et dans les espaces entre eux. La vidéo est passionnante. Néanmoins, vous ne la verrez pas tout de suite non plus puisque nous avons un certain retard sur notre planning. Mais je vous encourage à aller ensuite la voir. Je sais qu'elle sera aussi probablement disponible sur Internet. Alors, on va donc commencer avec cette thématique de la révolution du travail. On entend beaucoup de choses sur ce sujet. On entend parler du télétravail, on entend parler d'une désaffection pour le travail, d'une grande démission. Est-ce que la réalité, c'est cela aussi? Est-ce que ça se vérifie sur le terrain? Emmanuel Duez, comment est-ce que vous percevez cette révolution du travail aujourd'hui? Je pense qu'en effet, il y a une modification qui est quand même substantielle du rapport au travail dans la vie des hommes et des femmes. Ça se cristallise particulièrement sur les jeunes générations, mais en réalité, c'est un mouvement de fond qui est beaucoup plus global. Si on fait une petite rétrospective pour ne pas rester arc-bouté sur la pandémie et maintenant la grande démission, je pense que le sujet, il est multicausal. Aujourd'hui, il y a en effet des signes avant-coureurs de turnover très en hausse et potentiellement d'une grande démission à la française. Aux US, c'est 40 millions de démissions sur l'année 2021. Et en France, j'ai trouvé ce chiffre en préparation, donc 42% des moins de 35 ans qui affirment n'avoir jamais eu autant envie de quitter leur emploi qu'aujourd'hui. Et pour être intervenu sur ce sujet à la REF du MEDEF, le ON était dédié à la sobriété énergétique, le OFF était dédié à ce sujet, avec des dirigeants et des managers assez déboussolés, ne sachant plus quoi faire. Alors, en super rapide, quelles pourraient être les causes de ce qu'on est en train de vivre? Évidemment, la pandémie, dont je pense qu'elle a abîmé en fait le lien ténu déjà entre effort, travail et salaire. Et il était illusoire de penser que ça pourrait ne pas avoir de conséquences post-pandémie. Et donc, il y a évidemment ça. Le deuxième sujet, c'est qu'on est dans un contexte français de plein emploi, avec un modèle français qui permet des logiques opportunistes. À cet égard, je vous invite à lire Daniel Cohen, qui explique que les travailleurs français aujourd'hui sont des êtres rationnels et que donc, dans un rapport de force qui est favorable, ils passent d'un emploi à l'autre pour faire augmenter les salaires. Et que face à une crise existentielle qui nous a tous plus ou moins traversés à la faveur des 2 dernières années, ils mettent en face une période de réflexion financée par le chômage parce que le système le permet. Et ça, c'est aussi un élément qui est très important, qui fait que la France particulièrement, elle permet ça. Troisième cause, c'est que, et cette fois-ci elle est beaucoup plus long terme, c'est pour ça, c'est pour éviter le caractère épiphénoménal. En fait, depuis 10 ans, si on analyse les générations, avec un prisme sociologique, on s'aperçoit que la génération millennials, première génération
mondialisé d'un point de vue sociologique, qui a été façonné dans son rapport à l'emploi par le digital, entretient avec le monde du travail un rapport très différent des générations précédentes. On pourrait dire, si on était un peu provoquant, que le travail n'est plus l'étoile polaire d'une vie, alors que ça a été le cas pour mon père ou ma mère, par exemple. Et que les notions d'équilibre des vies, de rapport au statutaire, de switch, tout ça, c'est venu dans le monde de l'entreprise et ça a façonné une modification des rapports de force. Et pour la juriste que je suis, le passage probablement d'un rapport de subordination qui est la colonne vertébrale du droit social français, un rapport d'interdépendance qui met en délicatesse d'ailleurs les entreprises et les managers, mais voilà, qui est une réalité. Le dernier point, qui est le plus important, c'est que ce cocktail que je viens d'évoquer, avec ces 3 ingrédients, il a été dégoupillé d'une certaine manière par l'urgence écologique, qui est devenue une réalité qu'on a vécue dans nos chairs, dans nos existences, dans nos familles, etc., et qui fait que la génération climat, donc là je parle de la génération qui arrive dans le monde de l'entreprise, les moins de 25 ans, sur lesquels on a fait de nombreuses études chez les Bosons, notamment financées par L'Oréal, en fait c'est une génération qui là pour le coup ancre et crante une transformation radicale du rapport au travail. Ça ne veut pas dire que c'est une génération qui n'a plus le goût de l'effort, ou qui ne sait plus travailler, qui ne veut pas s'engager, mais c'est une génération qui est habitée par le sentiment d'urgence. Je vous donne ce chiffre qui est peu connu en France, mais qui fait froid dans le dos. Aujourd'hui, la première cause de mortalité de moins de 25 ans dans plus de 100 pays, c'est le suicide. Parce que horizon bouché, opaque, pollué, avenir insoutenable. Et donc, dans ce contexte-là, global, générationnel, économique et politique, forcément, le travail, il n'a plus la prégnance qu'il avait par le passé. Et comment peut-on fustiger cette jeune génération de ne plus avoir le goût de l'effort et de ne pas vouloir s'engager dans l'entreprise traditionnelle pour au moins 10 ans, parce que c'est comme ça que le modèle fonctionne, quand on a en tête cette réalité qui est la leur. Donc oui, il y a une recomposition très profonde du rapport au travail qui a des effets très négatifs dans l'entreprise aujourd'hui, avec des patrons, des managers, des DRH déboussolés, on y reviendra probablement, mais qui a aussi des externalités très positives, parce qu'elle permet d'ouvrir des réflexions qu'on n'avait pas eues jusqu'à présent sur l'espace de travail, sur le beau travail, sur le bon management, et de redescendre un peu de concepts hors sol à la réalité du terrain. Alors justement, avant d'aborder en fait les réactions possibles des entreprises et par quel bout elles prennent toutes ces transformations, juste peut-être Eric Groven, un petit détour par l'immobilier. Donc les jeunes générations switchent, vous l'avez dit, de travail. Est-ce qu'ils switchent aussi de logement, d'endroits où ils vivent? Est-ce qu'ils quittent la métropole? Où s'installent-ils? Est-ce que vous observez un petit peu ces mouvements? Alors moi, je souhaiterais, avant de répondre à votre question, faire un petit commentaire, parce que j'appartiens manifestement, ainsi que mon ami Éric Césari, à la génération de vos parents. Et à ce titre-là, effectivement, la valeur travail a complètement changé. Vous signaliez la grande démission, mais on entend aussi parler de plus en plus de la démission silencieuse, celle dans laquelle, au fond, les gens font juste le strict minimum pour justifier leur salaire. Et puis quand le politique s'en mêle, il parle même du droit à la paresse, permettant de faire financer par les allocations familiales le fait de se reposer. C'est dire si entre la génération à laquelle j'appartiens, mes parents aussi, où le travail au fond était une valeur fondamentale qui formait les gens et les faisait grandir, eh bien ceci a vraiment changé. Voilà. Alors évidemment, ça a des conséquences importantes, surtout quand se conjugue avec la crise sanitaire et le fait que les gens, au fond, se sont dit qu'ils pouvaient ne plus forcément travailler au bureau, mais qu'ils pouvaient s'éloigner un peu. Le paradoxe, c'est que lorsque le confinement dur est intervenu, on a eu du mal à envoyer les gens en télétravail. Et maintenant qu'ils sont partis en télétravail, on a du mal à les faire revenir. Vous voyez si l'immobilier est un domaine compliqué. Une fois qu'on a dit ça, ce que je crois important de dire, c'est qu'effectivement, les nouvelles mobilités, on en a parlé avec les transports tout à l'heure, les 68 nouvelles gares du Grand Paris désenclavent des territoires dans lesquels on n'aurait jamais pensé pouvoir aisément se déplacer. Dans le nord de la métropole du Grand Paris, je reprends le terme que nous avons beaucoup entendu, je te raconterai à la première table ronde, donc désenclavement dans le nord, désenclavement dans l'est. Ça, c'est une première
matérialisation en fait de l'éloignement des gens de leur lieu de travail, rendu possible par des infrastructures de transport réduisant les durées de transport, et puis la capacité aussi de villes moyennes à attirer des populations qui cherchent du vert. Alors, il faut quand même connaître la règle. Je ne serai pas long là-dessus, mais c'est intéressant, c'est Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, qui me disait ça la dernière fois. En fait, l'INSEE a recensé les 3 conditions auxquelles une ville moyenne devient attractive pour les télétravailleurs. D'abord, il faut que cette ville soit bien desservie par les transports. Ensuite, qu'elle soit bien couverte par la 5G, la 4G, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans une zone blanche, ce qui est assez rare pour les villes moyennes, mais ça peut arriver. Et puis 3, qu'elle soit servicielle. Et l'INSEE a recensé 188 services qui, lorsqu'ils sont présents, contribuent à faire de la ville une ville attractive. Voilà, donc effectivement, on constate cette modification, pour dire les choses de façon neutre, de la valeur travail au fil du temps, et puis ses conséquences sur l'endroit où les gens habitent et aussi la façon dont nous concevons l'immobilier, mais je pense qu'on y reviendra après. C'est intéressant, effectivement, cette approche servicielle et ces 3 critères. Je voudrais ajouter quand même un point qui est sur le prix de l'immobilier, prix qui augmente beaucoup. Donc, quand il faut s'ajouter une pièce en plus pour travailler chez soi, en a-t-on les moyens? Je vois que vous acquiescez, on y reviendra, puisque vous avez une solution pour échapper à cette problématique de pièces en plus. Avant ça, je voulais juste vous questionner, comment est-ce que la métropole du Grand Paris aborde cette question de ce besoin d'espace supplémentaire, de ces enjeux de travailler chez soi? Voilà, tu vois, de Muselle. Non plus. Tiens, regarde. Merci, voilà. Bien, d'abord, vous priez toutes et tous de m'excuser pour le retard, mais c'est une des conséquences des problèmes des transports en Île-de-France. Voilà. Ça fait partie du sujet ô combien. La métropole du Grand Paris, elle n'est pas directement en charge de tout ça, et en même temps, elle est le cœur du problème. Et elle est probablement, à l'avenir, l'outil le plus intéressant pour y répondre. Mais pour l'instant, nous sommes encore coincés entre 2 eaux sur une réforme institutionnelle que nous appelons tous de nos voeux, mais qui n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas totalement. En tout cas, ce que nous essayons de faire avec le président Ollier, Patrick Ollier, c'est d'essayer d'abord d'installer une métropole qui ne soit pas clivante. Et c'est le premier point sur lequel je veux insister, c'est-à-dire que nous avons installé avec la gouvernance partagée un schéma politique qui permet de transcender les options qui sont propres à chaque entité, et nous avons une démarche qui est plus volontariste du coup sur les solutions à trouver pour répondre aux grands enjeux métropolitains. Le transport, le logement, qui sont les 2 piliers majeurs évidemment des difficultés, plus celui qui vient en chapeau de tout ça, la qualité de vie, avec les questions de santé publique. La métropole, pour l'instant, elle se concentre sur un certain nombre de moyens matériels, opérationnels. On n'est pas encore dans les grandes politiques, mais on fait avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Et on a des actions très fortes sur le numérique. On a des actions très fortes sur l'accompagnement des collectivités pour investir sur l'ensemble des sujets, sur les tiers-lieux, qui est aussi une dimension qui permet de répondre à un des sujets de la manière dont on aborde le lieu de travail. On a des investissements assez lourds aussi sur les questions de l'habitat, du logement, et on a lancé pour cela 3 grandes opérations d'appel à projets métropolitains sur le Grand Paris, qui ont été des succès, en tout cas pour les 2 premiers de manière très forte. Le 3e, on est dedans, on verra bien, on ne veut pas anticiper. Nous avons été récompensés au MIPIM sur les actions que nous menions. Bon, et la colonne vertébrale de ces actions sur l'immobilier, pour être dans le sens le plus large, c'est la mixité, d'une part, et l'innovation d'autre part. Parce qu'évidemment, on ne peut répondre à un certain nombre de sujets que si on est capable de doter, notamment les lieux d'habitation, des moyens nécessaires à la communication si on veut développer le télétravail. Le télétravail est aujourd'hui, il est passé en gros en 2019 de 4%
à aujourd'hui plus de 30%, hein, selon les chiffres. Voilà. Donc on est quand même sur une révolution dont il faut prendre toute la mesure. Après, il reste la question des transports qui est capitale. Alors là, la métropole n'agit pas, on n'est pas dans le domaine des transports, on n'a pas de compétences. Je le regrette parce que je pense que la métropole, justement, doit être l'acteur majeur de l'organisation des transports si on veut que la vie puisse être équilibrée. Et la question des transports, elle se traite en partie par la Société du Grand Paris, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller bien au-delà de ça. Et je pense que c'est le vrai sujet de l'avenir. C'est d'autant plus le vrai sujet de l'avenir, je finis là-dessus, que la question du télétravail ne répond pas à l'ensemble de la problématique travail. Donc on voit bien que nous avons toujours besoin des relations interpersonnelles pour faire progresser la société. Et honnêtement, aujourd'hui, ce débat, il aurait moins d'intérêt s'il était virtuel. La présentielle, c'est un élément fondamental, me semble-t-il. Je vais être obligée de vous couper parce que vous venez de prononcer un mot qui m'offre une transition parfaite, qui est celui de virtuel. Vous avez aussi abordé l'enjeu des technologies. Montasser Djabran, vous envisagez un monde du travail qui pourrait se développer à l'avenir dans ce monde du virtuel. Est-ce qu'on est dans la fiction? Est-ce qu'on est dans la réalité? Et en quoi ça viendrait répondre aux problématiques de révolution du monde du travail dont on a pu parler jusqu'ici? Merci. Merci, bonjour à tous. En fait, là où vous avez raison, et ça a été dit avant que j'intervienne, c'est que sociologiquement, le travail nous permet d'exister en société, nous lie et nous donne une place dans cette société. Nous, ce qu'on a voulu faire, et vous l'avez dit en préambule, c'est déjà remettre l'humain au centre du débat, parce que la première identité qu'on a vue au travail avec les nouvelles technologies, c'était de mettre en relation des CV avec des offres. Or, personne n'a jamais réussi à discuter avec une offre. Donc nous, ce qu'on avait réussi déjà à faire, c'est que le matching se fasse directement entre les candidats et les recruteurs dans l'application, ce qui était une première mondiale. Ensuite, là où on a voulu aller plus loin, parce qu'il y a eu aussi derrière l'utilisation de la technologie, et en fait la technologie n'a de sens pour nous que si elle sert le progrès. Ce qu'on a vu, c'est que derrière, il a fallu se réinventer et réinventer la manière dont on travaillait, comme le disait monsieur juste avant, en disant qu'aujourd'hui tout le monde veut télétravailler et derrière certains ne veulent même plus revenir, et c'est ce que vous disiez. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était aussi une première mondiale, on l'a fait avec Havas en mai dernier, c'était le fait de pouvoir faire du recrutement dans la métaverse. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris ? Ça nous a appris beaucoup de choses. On est revenu sur des choses de droit à la déconnexion, donc qui vont revenir sur des dérives qui peuvent être intéressantes à souligner et à analyser sociologiquement, mais ça a aussi soulevé des questions d'acceptation de soi dans le lieu du travail, notamment pour les personnes des quartiers prioritaires qui s'amusaient de la technologie et qui sont devenus des outils de travail et qui sont devenus des forces vives au travail. Donc ça, c'était important. Notamment aussi pour les personnes en situation de handicap qui avaient du mal à s'accepter et pour lesquelles l'avatar a pu être une solution aussi. Maintenant, nous, ce qui est intéressant dans la démarche qu'on veut faire, c'est vraiment aller vers le phygital. Donc, ni du physique, ni du digital, mais utiliser cette technologie pour avoir et mettre en place, comme dans la vie, des compromis au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, on va parfois passer par la technologie, parfois passer par le physique, et tout ça pour aller vers un monde plus juste, là où il n'y a plus de questions d'aménagement d'espace. La question est aussi en train de se poser dans la métaverse, puisqu'il y a des achats d'espace dans ces milieux-là, donc il va y avoir, je pense, un immobilier de la métaverse, et malheureusement, je pense que c'est déjà le cas, et malheureusement, c'est plus de la fiction, mais ne pas oublier que la technologie est un outil et qu'il doit être au service de l'humain et pas le contraire. Alors là, on parle beaucoup des attentes des personnes qui travaillent. Les entreprises, comment est-ce qu'elles le vivent? Est-ce qu'elles sont d'accord pour ce télétravail? Est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, elles essayent de faire revenir leurs collaborateurs dans les sièges, dans des bureaux? On a quand même assisté à beaucoup de construction de nouveaux bureaux ces dernières années. Ils sont vides, on essaye de les remplir. Qu'est-ce qui se passe, Eric Groven? Alors, d'abord, c'est vrai que l'impact immobilier immédiat qu'on a vu de façon apocalyptique pendant le grand confinement, c'était par exemple le quartier d'affaires de la Défense qui était totalement vide, et puis les gens sont revenus petit à petit. Mais il est vrai que
si on conjugue ça avec ce qu'on a dit sur la valeur travail et sur le souhait des gens à disposer d'un espace qui leur est propre pour travailler, on avait du mal à faire revenir au travail un certain nombre de gens. Et à cet égard d'ailleurs, un courant inverse s'est fait entendre, puisque vous avez vu que Elon Musk a déclaré cette phrase que je trouve absolument savoureuse. Il dit « Je suis d'accord pour le télétravail à condition que mes salariés passent au moins 40 heures de leur temps de travail sur place. » Voilà, c'est une façon assez amusante de dire ça. Donc comment fait-on revenir les gens au travail, et en particulier les jeunes générations? Alors, inutile de vous dire que dans la mienne, on ne nous posait pas beaucoup la question, et on utilisait les bureaux qu'on nous donnait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de co-construction avec les équipes pour savoir comment on va aménager les espaces de travail. Et au fond, on se rend compte qu'il y a là aussi, je ne sais pas une manie des chiffres, mais il y a 5 grandes composantes au fond qui doivent être réunies si on veut rendre les bureaux attractifs. D'abord, ça c'est tout bête, il faut que le bureau soit désirable, c'est-à-dire qu'on ait envie d'y aller. Alors on essaye de plus en plus d'emprunter à l'hôtellerie les codes qui font qu'un accueil aujourd'hui dans un immeuble, je pense que nous venons de livrer, je vois Béatrice Yavtré, qui est directeur général de Sogeprom, qui vient de livrer à la Défense l'immeuble Watt. Quand on arrive à l'accueil, on a l'impression d'être dans la réception d'un grand hôtel. Et donc on voit bien qu'on fait des efforts pour que le bureau, les espaces soient désirables. Alors la vieille cafette pourrie des années 70 avec une cafetière qui fuit, ça c'est fini. Ensuite, il faut que le bureau soit perçu comme sain. Qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des matériaux. Il faut que cette préoccupation de santé publique, au fond, que l'employeur porte, d'ailleurs, dans ses obligations légales, elle soit bien transmise par l'endroit où on est. Ensuite, il faut que le bureau soit modulable, parce que c'est pratique de travailler en mode projet. On est passé en flex office, plus de bureaux individuels, sauf pour une catégorie de gens qui n'ont pas pu s'en passer, probablement à laquelle je dois appartenir. Et puis, ensuite, il doit être aussi serviciel, c'est-à-dire que les gens attendent beaucoup de services. Alors, ça peut être la possibilité d'apporter vos chemises le matin et de les récupérer, repasser, et probablement également laver le soir. Et puis, enfin, frugal. C'est la dernière tendance. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous n'avez pas pu rater ça, pas plus que les obsèques de la reine d'Angleterre. Le caractère maintenant prégnant de ces questions d'énergie, de sobriété énergétique avec la charte EcoWatt. Donc, modulable, désirable, frugal, mais également désirable, ce sont les grandes caractéristiques qui font que pour faire revenir nos collaborateurs sur place, il faut être certain de cocher ces 5 cases, au moins. Désirable, alors c'est toujours un terme un peu flou, un peu vague. Emmanuel Duez, est-ce que vous savez ce qu'on retrouve derrière cette notion de désirable? Qu'est-ce qui fait vraiment envie aux gens? Peut-être au-delà du pressing ou du croissant le matin, j'en sais rien. Déjà, juste un élément, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. En fait, sur la modification du rapport au travail, je pense qu'il faut lutter contre les discours un peu simplistes qui fleurissent partout dans les éditos, qui consistent à dire qu'on est face à une jeunesse qui n'a plus envie de bosser. Mais du coup, je veux préciser ce point, parce que ça me semble important pour les débats à venir. En fait, on est face à une génération pour lesquelles travailler doit être source d'impact et d'utilité. On est allé à la rencontre de plusieurs pays en Europe et de jeunes de moins de 25 ans, col blanc, col bleu, etc., etc. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on assistait à la naissance d'un espèce de nouveau pacte générationnel entre l'entreprise et la jeunesse. Le sujet, c'est pas une quête de sens. Le sujet, c'est pas le statutaire et comment je m'épanouis grâce à l'entreprise, qui était le deal des trentenaires. Là, le sujet, c'est dans un monde fini, insoutenable, irréparable, incertain, imprévisible, dans ce monde-là qui est ma réalité quand j'ai 20 ans aujourd'hui, comment mon engagement dans une entreprise, mon travail au sens noble du terme, que ce soit l'entreprise, que ce soit une association, peu importe en fait, les 10 heures par jour que je vais passer, où je vais donner mon temps, mon talent, mon cerveau, mon énergie, c'est utile au monde de demain. Et ça, c'est extraordinairement exigeant pour l'entreprise. Et moi, je vois des patrons qui, avec un peu de cynisme, balayent ça en disant « mais voilà, quand ce sera la merde économique, ils vont revenir travailler ». Mais non, en fait, il faut pas balayer ce mouvement parce qu'il est très vertueux pour l'entreprise. Il oblige l'entreprise à se poser la question de son utilité profonde.
pas du sens qu'elle donne aux hommes et aux femmes qui doivent pouvoir s'épanouir dans ces murs. La génération qui arrive, elle exige ça en disant « Ok, je suis prêt à moins de salaire, je suis prêt à des conditions dégradées, je suis prêt à m'engager plus longtemps. » Nous, les jeunes qu'on a eu en face de nous ont dit « Mais ok, on s'engage sur 7 à 10 ans pour travailler chez Total. Si on suit un espèce de parcours entre-temps, en 3 temps, premier temps, on va réparer les conséquences de la pandémie parce que j'arrive fragilisée et qu'on n'a pas le luxe d'une génération sacrifiée. Deuxième temps, on me prépare. Ça veut dire qu'on m'apprend l'exercice du pouvoir, des responsabilités, les sujets de gouvernance, les sujets de transition, la transformation des organisations. Troisième temps, on me fait vraiment confiance et je suis positionnée au cœur du réacteur pour œuvrer à la transformation des business parce que je crois que l'entreprise est le premier territoire d'impact. Et donc ça ne veut pas dire qu'on est face à une génération qui n'a plus envie de travailler, bien au contraire. Elle exige finalement de l'entreprise avec un grand E une reconfiguration totale dans son utilité au monde. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur les croissants et les machines à café, en fait, je pense que le sujet spatial, il est loin d'être anodin dans l'histoire. Et pour paraphraser mon voisin de droite avec lequel je suis 100% d'accord, je dirais des mots un petit peu différents, qui sont des mots qui viennent du terrain, parce que notre métier, c'est la sociologie des organisations. Donc les gens emploient des mots un peu différents. L'espace de demain, il sera sanctuaire ou il ne sera pas. C'est-à-dire que c'est des espaces sanctuaires, paradoxalement, moins d'espace, mais des espaces beaucoup plus importants dans la vie des gens. Si je vis à distance, si je vis en périphérie de l'Île-de-France, si je vis en Bretagne, ce qui est mon cas, je me suis levée à 5h du mat pour venir, et que je viens à Paris, dans une entreprise, c'est pour vivre quelque chose d'intense, de puissant. L'entreprise se fait sanctuaire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'une compagnie, c'est compagnie, se partager le pain. Et à un moment donné, il y a un truc qu'on partage ensemble qui n'est pas bullshit, qui n'est pas de la fast fashion immobilière. Voilà, il se passe une expérience de marque. Le deuxième élément, c'est que, et vous l'avez dit, l'immobilier se fait preuve ou il ne sera pas. Et que toutes les entreprises, particulièrement les plus grandes, qui ont fait ces 10 dernières années des discours grandiloquents sur la RSE, l'inclusion, la transition environnementale, etc., aujourd'hui, elles sont au pied du mur, parce que quand on leur propose, ce qui fait partie de mon job, des projets immobiliers où il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage, en leur disant, les mecs, la sobriété, c'est ça. Vous voulez attirer et retenir la génération climat, allez au bout. La première preuve que vous pouvez poser sur le territoire France, c'est celle-ci. Là, il rétropénale en disant non, mais le confort, le machin, mais c'est trop radical. Donc, l'immobilier est preuve. Troisième élément, l'immobilier est un levier de transformation. Et ça aussi, ça nécessite en fait de regarder de manière un peu oblique la chaîne de valeur immobilière, puisque ça n'est plus qu'une histoire, enfin, ça ne peut plus être une histoire de coût ou de rentabilité au mètre carré. Il doit y avoir un travail en symbiose entre les sciences humaines, les enjeux de transformation de l'entreprise et la chaîne immobilière pour qu'elle traduise les enjeux stratégiques des dirigeants et des conseils d'administration. L'immobilier est remonté pour les usagers au niveau des COMEX. Et puis, dernier élément, c'est qu'elle se fait symbole aussi, et donc là, je me fais écho justement à ce sujet sur le Grand Paris. Ça ne veut pas du tout dire la même chose que d'être dans Paris, que d'être en périphérie, que d'être à Nantes, ou que d'aller se mettre dans une petite bourgade à Pétauchnock-les-Oies. Et en fait, tous les choix se valent, mais aujourd'hui, ils disent quelque chose sur l'être en France, sur le type de talent qu'on veut attirer, sur la liberté qu'on va offrir dans l'exercice du travail, sur la manière dont on a envie d'être une entreprise au territoire qui sont radicalement différents. Et ça, c'est intéressant parce que ça oblige là encore l'entreprise à se poser la question de quel manifesto elle a envie de traduire. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même juste aborder un dernier sujet et interroger nos 3 derniers intervenants sur est-ce que tout ceci signifie la mort des quartiers d'affaires, la mort de la défense? Est-ce que dans ce que vous pouvez expérimenter avec vos candidats et vos recruteurs, les gens ont toujours envie d'aller bosser comme on le faisait avant, dans des endroits dédiés à ces lieux de travail qui existent, je veux dire, et les entreprises y sont basées aujourd'hui. Donc, et si on, évidemment, doit transformer ces endroits, dans quel sens est-ce que ça doit aller? Pour compléter tout ce qui a été dit, je pense que le résumé de toute cette histoire, c'est de vouloir travailler autrement et donner du sens quand on travaille. C'est-à-dire que en réalité, vous avez vu aussi beaucoup de choses exploser ces dernières années, notamment l'économie sociale et solidaire, notamment avoir tous les départements impact, RSE, inclusion, etc. L'essentiel, c'est que ça ne reste pas que des mots et qu'il y ait des vraies politiques et surtout des vraies actions derrière.
Maintenant, est-ce que les gens vont moins à la Défense? Non, ils y vont autrement. Est-ce que les gens vont moins sur Internet? Non, ils y vont autrement. Est-ce que les gens vont moins dans les bureaux? Non, ils y vont autrement, avec du coworking, avec de la métaverse, avec des choses qui sont en train de se démocratiser, avec des personnes aussi qui sont en train de préparer des gros chantiers comme les JO 2024 dont on a pu entendre parler, plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont réinventées pour que tout devienne accessible. Donc en réalité, c'est comment on accède à ces choses. Bien sûr, il y a toujours la question de la rareté de l'information et de devoir s'informer tout le temps pour avoir un maximum d'impact. Et je suis assez d'accord avec les intervenants précédents en disant qu'il faut donner du sens au travail que chacun d'entre nous fait pour que ça ait du sens pour le collectif. Et la défense, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on le transforme? Alors, la défense, elle n'a cessé de se transformer. En réalité, elle est en mutation permanente. Moi, je pense que la défense a toujours, le quartier d'affaires en tout cas, a toujours un avenir. C'est incontestable, d'abord parce que c'est un point d'attractivité extrêmement fort par rapport aux enjeux qui se passent à l'international. On a des tout à l'heure, on citait Total, bon, il y a de grands groupes, Saint-Gobain, etc. Il y a un enjeu pour eux à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'écosystème du quartier d'affaires a son intérêt en soi. Le deuxième élément, c'est que la mutabilité de ce quartier, elle tient aux hommes qui la composent, les entreprises, les administrateurs du quartier d'affaires, etc. Mais ça tient aussi à un sujet central que nous n'avons pas évoqué en tout cas, mais le temps est assez court, mais sur lequel il faudrait revenir, c'est l'incapacité que nous avons aujourd'hui à avoir de l'agilité dans la réglementation. Et si on veut faire muter, si on veut faire évoluer, que ce soit le travail ou autre chose, il faut de l'agilité. Parler de l'écosystème, ou plus exactement, je reprends le terme que vous avez employé, j'essaie de me relire parce que j'écris comme un professeur de médecine, le côté spatial interne, il y a le côté spatial externe. L'écosystème général, il prend les deux faces. Si vous voulez que les gens reviennent au travail, il faut qu'ils aient un cadre sympa à l'intérieur, mais il faut aussi qu'ils trouvent à l'extérieur des raisons d'apprécier leur lieu de travail. Le quartier d'affaires, aujourd'hui, il est en souffrance, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup d'à-coups, mais il est dans un schéma cyclique. Alors, on parle toujours du quartier d'affaires comme un quartier qui va disparaître, mais voilà, c'est cyclique en fonction des millions de mètres carrés qu'on met sur la table. Il ne faut pas oublier que le quartier d'affaires, aujourd'hui, c'est 7% des bureaux d'Île-de-France. Voilà, c'est extrêmement lourd, et donc évidemment, les à-coups sont du même niveau. Je crois qu'il y a un avenir, il faut simplement que nous ayons la capacité à faire modifier notre colbertisme. Voilà, la réglementation, la loi doit être plus souple pour s'adapter. Le monde va très vite et la législation, elle, est extrêmement lente. Alors, je vais essayer de faire une réponse courte et j'essaierai d'éviter qu'elle ne soit trop simpliste. Pour dire que... Non, je plaisantais. Non, juste pour dire que, exactement comme le disait Eric, je compléterai en insistant sur le profond programme, pris d'ailleurs par les administrateurs de Paris La Défense aujourd'hui, qui veut faire, à horizon de 2030, le premier quartier d'affaires post-carbone en divisant par 2 ses émissions à effet de serre. Dans le même temps, un parc urbain de 7 hectares autour de l'esplanade de la Défense va être mis en service prochainement. Enfin, Paris La Défense va consacrer 360 millions d'euros d'investissement à la rénovation des espaces publics. Donc, oui, bien sûr, ce quartier d'affaires, il est construit sur une architecture de dalles qui ne facilite absolument pas sa transformation, puisque ça correspond à une conception maintenant très datée, au fond, de faire les choses. Mais moi, je crois à l'avenir de ce quartier d'affaires parce que un des points qui n'a pas été mentionné dans cette table ronde, mais qui l'a été dans d'autres, c'est la recherche d'hypercentralité. Et en fait, le quartier d'affaires de la Défense, avec le Grand Paris Express, les extensions lignes, etc., devient hyper central. Et de ce fait, correspond
à le souhait des gens de pouvoir y accéder facilement. Enfin, j'ajoute, parce qu'à toute chose malheur est bon, que la baisse des loyers consécutifs à la crise ramène vers le quartier de la Défense des entreprises qui ne pouvaient pas se payer un loyer de cette nature et qui, aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle pudiquement des mesures d'accompagnement, peuvent revenir à la Défense. Donc, moi, je suis un fervent défenseur de la Défense. C'est quand même un très, très beau quartier d'affaires. Il se transforme et dans la nouvelle, je dirais, phase qu'il attend, redeviendra extrêmement attractif. Un grand merci à vous.